Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui dans la Géozone. La France existe depuis de nombreux siècles et est passée d'un royaume à un empire, puis enfin à une république. Mais d'autres pays n'ont clairement pas eu cette chance, n'existant pour certains que quelques années, quelques mois ou même que quelques jours. On est donc parti aujourd'hui pour découvrir 5 pays à l'histoire courte, voire très courte. Ce drapeau, c'est celui d'un pays francophone d'Afrique, vous l'avez deviné, c'est celui du Sénégal. Situé tout à l'ouest de l'Afrique, sur les bords de l'océan Atlantique, le Sénégal a une grosse particularité, c'est qu'on retrouve un pays en son sein, la Gambie. Alors, on dirait un peu un ver solitaire qui serpente dans le Sénégal, mais la Gambie suit en fait le fleuve Gambie qui lui donne son nom. Mais cette situation très spéciale, digne héritière de la colonisation, vu que le Sénégal était français et la Gambie britannique, n'a plus vraiment de sens lors de l'indépendance des deux pays. Et donc, une idée germa dans les esprits gambiens et sénégalais, l'union des deux pays, pour ne former qu'un. Cette union a lieu après une tentative de coup d'État contre le président gambien en 1981. Le Sénégal intervient pour rétablir la situation et les deux pays discutent de cette possible fusion et trouvent un accord. Les deux présidents, Abdou Diouf pour le Sénégal et Daouda Jawara pour la Gambie, signent un pacte d'union et c'est comme ça que naît la Confédération de Sénégambie en 1982. Et oui, c'est pas un pays, mais une confédération. Chacun garde sa souveraineté, mais ils partagent un président, qui est en fait celui du Sénégal, un vice-président, qui est le président gambien, et une assemblée aux 2/3 sénégalaise. Et c'est normal vu que c'est le pays le plus peuplé des deux. Son objectif dans un premier temps est de poser les bases d'un état sénégambien, de gérer les affaires étrangères et de rapprocher les deux nations. Seulement, au bout de 7 ans, la confédération est gelée et dissoute par le Sénégal et finalement c'est assez facile à comprendre. Malgré un territoire commun et leur proximité, ça reste deux pays et deux peuples distincts aux histoires et cultures différentes et surtout aux langues différentes, vu que les Gambiens parlent anglais et les Sénégalais français. Ça aide pas au rapprochement des deux peuples et à se mettre d'accord sur la scène internationale. Finalement, cette confédération n'existera que 7 ans, mais reste que le Sénégal et la Gambie sont toujours deux pays très proches aujourd'hui. 7 années d'existence pour un pays, c'est pas beaucoup, on va pas se mentir, mais comparé à d'autres nations, c'est déjà pas si mal finalement. Comme par exemple un autre pays à l'histoire rikiki, Zanzibar. Alors quand on évoque Zanzibar, on pense en premier à la destination touristique mondialement connue aux eaux turquoises, mais l'histoire de cet archipel au large de la Tanzanie est plus riche qu'on pourrait l'imaginer. De base, Zanzibar appartient au Sultanat d'Oman, qui se trouve pourtant à 2000 km d'ici. Ensuite, protectorat britannique, et face à la pression populaire dans les années 60, les Anglais se rendent compte qu'il faut leur laisser l'indépendance pour éviter la guerre civile, permettant la naissance donc du Sultanat de Zanzibar le 10 décembre 1963. Mais la situation reste électrique, les manifestations ne faiblissent pas et mènent seulement un petit mois plus tard à la révolution. Un groupe paramilitaire prend le pouvoir et instaure une junte militaire marxiste-léniniste en pleine guerre froide sur des îles qui sont aujourd'hui un porte-étendard du capitalisme touristique. Assez cocasse comme situation. Donc faisons place à la République populaire de Zanzibar, menée par le cheikh Abeid Amani Karume. Qui dit régime communiste dit bien sûr pillage des propriétaires terriens et des riches commerçants, ainsi que massacre avec la mort d'entre 5 et 10 000 personnes. La situation de l'île touche aussi son grand voisin, le Tanganyika, qui est lui aussi indépendant des Britanniques depuis 1961. Un coup d'État est proche de renverser le président Julius Nyerere, pourtant socialiste, qui va rencontrer Karume pour discuter d'une potentielle fusion entre les deux pays. Ils arrivent à un accord, et le 24 avril 1964, le Tanganyika et Zanzibar fusionnent officiellement pour former la Tanzanie qu'on connaît aujourd'hui. Et oui, Tanzanie, en fait c'est le mélange entre Tan pour Tanganyika et Za pour Zanzibar. Finalement, la République populaire de Zanzibar ne durera que 138 jours, soit 4 mois et demi, d'une junte militaire communiste, dans un décor paradisiaque. Mais vous savez, des pays qui n'ont existé que quelques mois, ça existe aussi en Europe, et même chez un voisin de la France, en Allemagne. Après la Première Guerre mondiale, l'armistice et le traité de Versailles font payer très cher aux Allemands le prix de la défaite. Ils perdent leurs colonies, doivent payer d'énormes réparations aux gagnants, ils perdent une partie de leur armée et des régions allemandes sont occupées par les gagnants. C'est par exemple le cas de la Rhénanie, région autour du Rhin, au nord de l'Alsace et à l'est de la Belgique et des Pays-Bas. Cette région est occupée par les Français, en majeure partie, les Britanniques, ainsi que par les Belges. Bon, dans le territoire français, il y a aussi le territoire du bassin de Sarre, qui est administré par la France, mais surtout par la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU. Au final, on comptera au maximum plus de 200 000 soldats français en Rhénanie. Bon, vous vous doutez que pour les Allemands, cette occupation est très mal vécue, considérée comme une honte absolue, donc des mouvements prônant l'indépendance émergent dans les grandes villes de Rhénanie, Düsseldorf, Cologne ou encore Mayence.
Et là, l'enjeu, c'est pas l'indépendance ou la réunification de l'Allemagne. Non, 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 c'est juste l'indépendance de la région de Rhénanie. Le 21 octobre 1923, les indépendantistes prennent le contrôle d'un bâtiment officiel à Aix-la-Chapelle et annoncent la création de la République rhénane. Et après quelques jours, dans toutes les grandes villes, des bâtiments sont occupés par les séparatistes. Malheureusement, les armées qui occupent la Rhénanie remettent les choses dans l'ordre et le mouvement indépendantiste disparaît après le massacre de Pirmasens le 12 février 1924, durant lequel un commando nazi tuera 40 séparatistes. En 1930, les troupes des vainqueurs quittent la Rhénanie et en 1936, la région est unilatéralement remilitarisée par les nazis, un des prémices de la Seconde Guerre mondiale. Finalement, la République rhénane n'existera officiellement que 36 jours avant de disparaître, à jamais de nos cartes. Vous le savez peut-être, mais les États-Unis ont conquis beaucoup de territoires après leur indépendance, appartenant souvent au Mexique, qui était un pays immense à l'époque. Parmi ces provinces mexicaines, on a la Haute-Californie, qui est une région semi-autonome à la solde de Mexico. Cependant, cette région, qui devient de plus en plus autonome, est habitée par de nombreux Américains. Et le bruit court, en 1845, que les Mexicains veulent reprendre la main sur la région, mettant en rogne les Californiens qui veulent conserver leur autonomie. Même si aujourd'hui d'ailleurs, on sait que cette rumeur était totalement fausse. Les Américains, qui sont en guerre contre le Mexique dès 1846, vont faire croire à nouveau aux Californiens que le Mexique va les annexer. C'en est trop pour William B. Hyde et ses copains indépendantistes qui décident de prendre les armes pour se battre pour leur liberté. Mais finalement, il se passe pas grand chose en fait. Donc, déçus par les Mexicains et par les Américains qui leur ont menti, les révolutionnaires se disent pourquoi pas créer notre propre pays ? Le 14 juin 1846, ils prennent Sonoma et proclament l'indépendance de la République de Californie, tout en brandissant ce drapeau, le drapeau à l'ours, qui inspirera le drapeau actuel de la Californie. Hyde devient président, mais les Mexicains, ils sont pas très contents et ils envoient l'armée. Donc pour se protéger, les Californiens s'allient aux Américains, ce qui va créer la discorde en Californie, où certains politiques ne veulent pas aider ni les Américains ni les Mexicains, causant donc une rupture entre les deux pays. Vous vous doutez que forcément, quand les Américains ils ont fini de battre le Mexique, ils passent la frontière californienne et occupent facilement la République. La cession mexicaine donne la souveraineté officielle de la région aux États-Unis, qui abolissent immédiatement la République de Californie après seulement 25 jours d'existence. Hyde est contraint d'accepter ce rattachement aux États-Unis et finalement, en 1850, la Californie devient un État à part entière des États-Unis. Finissons par le pays à l'histoire la plus courte et la plus what the fuck de cette vidéo, et on part encore une fois chez un voisin de la France, en Andorre. Alors de base, l'Andorre, c'est une principauté, sauf pendant exactement 13 jours en 1934. Faut déjà se remettre dans le contexte. À l'époque, Andorre, c'est pas encore un paradis pour acheter des cartouches de cigarettes et de l'alcool pas cher. Le pays est pauvre, perdu dans les Pyrénées et galère à se moderniser. Heureusement, un homme va venir tout changer, Boris Skocirev. Né à Vilnius, donc plutôt loin des montagnes de l'Andorre, Boris veut faire d'Andorre un paradis fiscal, avec des casinos et des banques. Le parfait mix entre Monaco et le Liechtenstein. Alors de façon assez surprenante, le conseil général andorran accepte sa proposition, presque à l'unanimité, et la principauté devient officiellement un royaume dirigé par Boris. Bah oui, il va pas moderniser le pays comme ça, sans une petite contrepartie. Alors depuis le début, je vous ai pas plus présenté Boris que ça. Il est ce que l'on appelle à l'époque un aventurier, donc un petit filou, on va dire. Il a été, selon les dires, diplomate, espion, faussaire, escroc, se faisant exclure de Majorque pour trouble à l'ordre public et ayant déjà essayé de s'incruster dans la politique andorrane. Donc au vu de son CV, pas sûr que ce soit une bonne idée de lui donner les clés du pays. Mais c'est trop tard, et le 8 juillet 1934, Boris Ier entre en fonction en Andorre. Mais la principauté a une particularité à la base. Elle ne possède pas un prince, mais deux, qui sont le président français, à l'époque Albert Lebrun, ainsi que l'évêque d'Urgell, en Espagne, Justi Guitart y Villaderbo, ici. Justi apprend ce qui se passe en Andorre, et en collaboration avec Lebrun, il destitue Boris et envoie une semaine plus tard la Guardia Civile espagnole pour l'arrêter. Seulement 13 jours après la création du royaume d'Andorre, il se termine et la principauté est rétablie. Notre bon Boris sera expulsé au Portugal, continuera de vadrouiller un peu partout en Europe, sera arrêté à maintes reprises, finira en prison en France avant d'être libéré par les nazis et de collaborer avant de mourir en 1989. Aujourd'hui, Andorre est sorti de son enclavement et Emmanuel Macron est depuis 2017 coprince d'Andorre. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur 5 pays à l'histoire très courte. J'espère que ça vous aura passionné. Si vous connaissez d'autres pays qui n'ont existé que quelques jours, partagez-les moi dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer la vidéo pour soutenir la chaîne et de vous abonner, c'est totalement gratuit et en plus vous serez au courant des sorties des prochaines vidéos. Merci aux tipeurs pour leur soutien et à la prochaine dans la Géozone. Ciao!
Not really, no.